l'islam radical sera éradiqué. On ne veut pas des discours sur la femme, l'islam, la démocratie, non, des emplois. Et si j'avais le temps, et je reviendrai volontiers vous faire des conférences là-dessus, il y a un mouvement extraordinaire qui est en train de se développer, où des industriels algériens et libanais vont venir sauver des entreprises françaises qui risquent de déposer de bilan, et vous avez des entreprises françaises tenues par des beurs, parfois, qui se déplacent là-bas pour créer des emplois. Le tricotage entre les deux rives de la Méditerranée, et ça se joue à 1000 kilomètres. Et demain, pourquoi, je termine madame sur ce point, pourquoi Renault est allé au Maroc? C'est parce que c'est ce qu'on appelle la théorie du vol des oies sauvages. Ils ont quitté la France, ils sont allés à Tanger, puis de Tanger, ils vont redécoller pour aller en Afrique subsaharienne. Et combien d'entreprises européennes s'installent demain en Afrique du Nord pour en fait faire le go-between Europe, Méditerranée, Afrique? Si on joue cette carte, chers amis, mesdames, messieurs, c'est 50 ans de prospérité et 100 ans de prospérité. Éric Denessé, vous êtes de cet avis avec un rapprochement avec l'Afrique? Oui, alors à ceci près que les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies ni au Maghreb ni en Afrique de l'Ouest comme elles l'étaient en Pologne ou en Tchécoslovaquie. Au-delà de ça, moi, il y a une question qui m'interpelle beaucoup, c'est quelle attitude on doit avoir, et là je regarde ma voisine dans le monde syndical, dans les relations commerciales que l'on a avec les pays qui ne sont pas démocratiques. Il faut rappeler sans cesse que si on applique nos normes démocratiques dans le commerce international, comme dans l'évaluation des États, 90% des pays ne répondent pas à ce que l'on fait. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. Mais ce qui est très frappant depuis quelques années en France, c'est qu'on fait une espèce de classification artificielle entre des pays avec lesquels on peut faire du commerce et des pays avec qui on ne peut pas faire du commerce. Notamment, la Chine a toujours assez mauvaise presse, la Russie de Poutine a très très mauvaise réputation, et ça ne choque personne que nous soyons alliés dans une guerre en Syrie avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont deux États dans lesquels les droits de l'homme, les droits de la femme, la liberté sont encore moins appliqués qu'en Russie ou qu'en Chine. Alors, je dis ça pourquoi? Parmi les grands enjeux qui sont importants, à mon sens, pour l'économie française, il y a l'exploitation des océans. Alors nous sommes un peuple paysan qui n'a jamais été vraiment tourné vers la mer, mais nous avons la deuxième zone économique du monde. Le pays qui a le plus besoin de ses ressources maritimes, de ses ressources halieutiques, c'est la Chine principalement. Des alliances stratégiques sur l'exploitation des océans avec des pays qui ne partagent pas nécessairement nos valeurs démocratiques sont tout à fait possibles. Ça veut dire qu'on n'est plus capable seul de le développer, mais qu'en termes d'investissement, en termes de débouchés, avec un certain nombre d'acteurs étrangers, pour ne prendre que cet exemple, vraiment des accords sont possibles. Carole Couvert. Oui, si vous le permettez, juste avant, j'aurais voulu rebondir sur les propos tout à l'heure d'Olivier Gantois sur la bataille énergétique pour l'avenir, parce que certes c'est un enjeu, mais je pense qu'il y a la bataille de l'eau, qui est une ressource qui est difficile et difficilement maîtrisable, et qu'il y a la bataille des matières premières, y compris agricoles, et qu'il va falloir qu'on travaille sur les trois sujets pour pouvoir émerger à long terme. Ça, c'était la première chose. La seconde chose sur le partenaire, je pense qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est d'abord d'arriver à faire une Europe politique, financière, sociale, fiscale, pour avoir une aire de jeu comparable à d'autres pays, comme la Chine, comme les États-Unis, arrêter les phénomènes de délocalisation et de dumping social, donc arriver à concrétiser ce projet-là. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, je vais rejoindre Éric Delessé, c'est pour moi le partenaire vers lequel on doit se tourner, c'est la Chine, parce que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'opportunités, c'est un marché dans lequel bon nombre de grands groupes du CAC 40 ont déjà des joint ventures. C'est un marché difficile parce qu'on voit que le gouvernement chinois est en train de changer la donne sur tout un tas de sujets. Je pense notamment le secteur automobile. Ça a peut-être échappé à certains, mais depuis le 1er janvier 2012, le gouvernement chinois demande aux entreprises qui sont implantées d'augmenter et donc de passer à des véhicules haut de gamme et de transférer leur R&D, leur recherche et développement. Et donc nos industriels français sont aujourd'hui en train de contourner en allant plutôt vers des véhicules bas de gamme. Mais il y a une stratégie à mettre en place pour pas que l'on se fasse voler toute notre matière grise et notre potentiel à évoluer pour la suite. Mais c'est un marché vers lequel on doit aller en se protégeant. Absolument. Pour terminer sur cette question, Olivier Gantois. Oui, en fait, prétentieusement, j'ai tendance à penser que nous, dans l'énergie, on est déjà très mondialisé et très proche de tout le monde. Donc j'ai presque envie de répondre en creux. En effet, les grandes entreprises énergétiques sont des entreprises qui sont internationales, et quand je dis internationales, elles sont mondiales. Et donc aujourd'hui, en particulier dans le monde pétrolier,
le monde est complètement ouvert. Le pétrole circule d'un point à l'autre de la planète sans aucune contrainte. Et dans le gaz naturel, c'est déjà en partie le cas, et ça va le devenir de plus en plus avec les nouveaux grands projets de construction de pipeline et le développement du gaz naturel liquéfié qui se transporte plus facilement que le gaz comprimé. Donc on part presque d'un point dans lequel on est autosatisfait, hein, vous le sentez. Et je dirais justement que l'enjeu, à notre avis, c'est ne pas ériger des barrières. C'est-à-dire que dans l'évolution du monde, finalement, on entrevoit en général dans nos scénarios deux hypothèses, soit l'ouverture, soit le repli sur soi. Et à notre avis, le repli sur soi serait très mauvais et serait facteur vraiment de décroissance. Et notamment, on y pense s'agissant de la volonté de restreindre tout un tas d'activités économiques. Hein. On nous empêche d'exploiter le gaz et le pétrole qu'on a sous nos pieds. On nous empêche de faire fonctionner nos raffineries parce que ça embête les voisins. Et en fait, si cette tendance à empêcher les entreprises, l'activité industrielle de tourner en rond se poursuit, en fait, l'activité ira ailleurs. Ça ne sera pas un problème pour les autres, mais ça sera un problème pour nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne sur ce sujet quelques questions dans le public, et puis ensuite on passera au deuxième thème de cet atelier. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, apparemment, c'était très clair. Donc, on peut passer à la deuxième partie de cet atelier. Ah voilà, ça y est, une question. Oui, bonjour. J'avais deux questions. Une pour monsieur Olivier Gantois. Concernant l'énergie, vous avez dit qu'il restait un peu plus de 40 ans de réserve naturelle et que ça fait à peu près 40 ans qu'on dit la même chose. Mais est-ce que vous avez tenu compte de la croissance des consommateurs, notamment dans les pays asiatiques, puisqu'il n'y a que 200 millions de Chinois qui consomment aujourd'hui. Dans 40 ans, il y en aura peut-être 4 fois plus. Donc il faut en tenir compte, ainsi que l'Inde, puisque quand même l'Inde, c'est aussi près d'1 milliard d'habitants. En ce qui concerne le continent européen et le continent américain, on sait qu'on est au maximum, mais c'est quand même la moitié de la population qui est en jeu à l'heure actuelle. Et deuxième point, je voulais parler aussi à monsieur Denez concernant les transferts de technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe ne va pas être obligée de transférer de plus en plus de technologies pour pouvoir faire du commerce international avec notamment les pays asiatiques qui doivent essayer de gagner du temps sur les 50 dernières années. Et est-ce que vous pensez que ce phénomène va s'accélérer? Alors, on commence par la réponse de M. Gantois. Je vous demanderai de faire des réponses assez courtes, de façon à ce qu'on puisse continuer. Vous faites bien de le dire parce que j'ai été tenté. Parce que vous avez mis le doigt sur le vrai problème énergétique mondial, enfin, en tout cas l'enjeu à venir, c'est que la demande énergétique mondiale va être de plus en plus importante. On s'accorde à penser que, étant donné l'augmentation de la population 1 et l'augmentation du niveau de vie moyen 2, si on ne fait rien en 2050, la population aura besoin de 3 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. 3 fois plus. Alors, ce n'est pas ce qui va se passer. Dans des scénarios un peu plus raisonnables dans lesquels les pays font un effort en termes de gains en efficacité énergétique, la demande mondiale en énergie va augmenter de 35% entre aujourd'hui et 2030. 35%. C'est déjà un sacré challenge. Et en fait, comment est-ce que les fournisseurs d'énergie vont répondre à ce challenge? Eh bien, c'est en améliorant leur offre, c'est-à-dire, une fois en effet qu'on aura travaillé sur l'efficacité énergétique, ce qui fait que la demande n'augmente que de 35%, on va produire plus d'énergie, bien entendu plus d'énergie renouvelable. Hein, dans un scénario qui nous paraît réaliste, on va doubler la consommation d'énergie, la production d'énergie renouvelable au niveau mondial, mais il va falloir produire également plus de charbon, plus de gaz, plus de pétrole. Il n'y a pas de solution. Et il va falloir construire des centrales nucléaires. Éric Denessé. Oui, vous soulevez un point important. Alors, il n'y a pas de réponse. On voit les experts aborder le point de vue sous les deux angles, favorable et défavorable. Moi, j'ai le sentiment, c'est un petit peu ce qu'on a dit depuis le début, que notre grande force en Europe et dans le monde occidental, c'est notre capacité à créer quoi qu'il arrive. Et on voit bien que quelle que soit la rapidité du développement des pays en voie de développement, ce qui les fait aller très vite, c'est leur marché intérieur, de leur capacité à copier. Aujourd'hui, on n'a encore vu aucune innovation majeure arriver de la Chine, de l'Inde,
tout reste toujours des États-Unis, du Japon et de la France. Et je pense qu'une des façons de faire, c'est de garder chez nous ces capacités à créer, quitte à ne pas protéger les brevets. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est une bonne politique de ne pas protéger les brevets parce que vos concurrents copient les brevets non protégés. Ils ne passent pas du coup du temps à faire de la vraie recherche et développement pour se concentrer sur la partie vraiment créative. Alors vous allez me dire, c'est brûler ses vaisseaux derrière soi. Mais je crois que notre vraie force, c'est notre tissu industriel, notre tissu universitaire. Le fait que dans les pays européens, je prends l'exemple de la France, qu'on aille en Picardie, qu'on soit à Gemnos, qu'on soit près de Briançon, qu'on soit dans la banlieue de Montauban, on trouve des PME, on trouve des entreprises qui innovent. Et notre force, elle est là. Espérons qu'on va la garder, évidemment. Carole Couvert, un dernier mot sur ce sujet. Oui, c'était par rapport à la question sur l'énergie. Il faut aussi avoir en tête que la Chine est aussi lancée dans un programme d'économie d'énergie. Il fonctionne par des plans quinquennaux. Là, on est au 12e plan quinquennal qui va de 2011 à 2015. Ils ont une volonté de baisser leur consommation d'énergie de 16%. Donc, ils ont lancé des programmes de recherche et développement, ils ont des programmes d'investissement. Donc, il faut aussi qu'on s'enlève, nous, des clichés que l'on peut avoir sur la Chine énergivore. Certes, le nombre de consommateurs va augmenter, mais il y a des programmes en parallèle. Et puis, la deuxième chose dont on parle peu, dans les ressources, la France signe aussi des contrats avec un certain nombre de pays pour sécuriser ses approvisionnements, par exemple en gaz naturel. Notre partenaire classique, historique, c'était la Russie. On a signé des contrats récemment avec l'Azerbaïdjan. C'est un pays dont on parle peu, mais c'est un pays qui a des ressources en pétrole et en gaz qui sont très importantes. En revanche, c'est un pays qui est peut-être instable d'un point de vue gouvernance, parce que c'est un pays qui a actuellement investi 3 milliards de dollars dans son réarmement et qui a eu un conflit en 1994 dur. Donc ça fait partie des points de vigilance par rapport à notre indépendance énergétique. Merci beaucoup. On passe donc au deuxième grand thème de cet atelier. À quel grand conflit pouvons-nous être exposés dans la décennie à venir? Alors, Éric Denessé, on pourrait peut-être commencer par distinguer des conflits économiques des conflits politiques. Oui, alors effectivement, ce sont les deux types de conflits qui dans lesquels nous sommes déjà. Les conflits politiques, je ne vais pas nécessairement les rappeler, on les vit, l'actualité nous le rappelle tous les jours. Ce que l'on mesure moins, c'est effectivement l'affrontement économique qui s'est développé depuis la fin de la guerre froide entre l'Europe et les États-Unis, à un moindre degré avec le Japon. C'est la course pour la suprématie économique mondiale, avec tout un transfert des facteurs de puissance du domaine politique et militaire vers le domaine économique. Et cette véritable compétition, cette course à l'innovation, l'accès aux ressources mondiales, l'accès aux marchés mondiaux, aujourd'hui sous-tend vraiment la politique internationale des États, autant que leur politique militaire. Malheureusement, tous les coups sont permis. On voit de plus en plus de pratiques de déstabilisation de marché, d'espionnage économique, de pression politique en amont des contrats commerciaux qui sont infiniment plus développés que ce que l'on avait commencé à voir pendant la guerre froide. Aujourd'hui, il n'y a plus de zones réservées, il n'y a plus d'amis, il n'y a que des intérêts. Vu qu'il n'y a plus la menace de l'Union soviétique, l'affrontement entre les pays du camp occidental est très très prononcé et bien sûr, ça a des impacts sur nos entreprises. Alors, puisqu'on parlait justement d'énergie, Olivier Gantois, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des conflits en partant de cette évolution de la demande énergétique et de la possession des énergies ? Tout à fait. Alors déjà, on constate qu'un certain nombre des conflits qui existent actuellement au niveau de la planète sont des conflits motivés par la bagarre pour la ressource énergétique. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux endroits, notamment dans les mers, où les pays se disputent un lopin de terre ou un lopin de mer simplement parce qu'on sait que dessous, il y a du gaz ou du pétrole. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que quand même, si la demande en énergie augmente de 35%, il va vraiment falloir mobiliser toutes ces ressources, toutes ces possibilités de production pour la satisfaire. Ça veut dire que la satisfaction de la demande peut devenir un challenge. Et si jamais à un moment la demande n'est pas satisfaite, alors à ce moment-là, on ira instantanément vers des conflits, puisqu'il y aura un repli sur soi des différents pays, des différents continents qui voudront garder leur énergie pour eux-mêmes. Notamment, on assiste quand même, en particulier avec les développements des entreprises chinoises, à manifestement une volonté de mettre la main, entre guillemets, le plus possible sur des ressources énergétiques, soit en achetant carrément des ressources qui existent, soit en passant des partenariats avec des pays qui en ont. Donc oui, il y a un vrai risque que ça dégénère si jamais à un moment on n'arrive pas à satisfaire l'équation énergétique.
De toute façon, c'est difficile de dire exactement les conflits qui viendront dans les 10 ans, mais Pascal Boniface, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles, et puis il y a des échéances importantes, comme les élections américaines au mois de novembre prochain. Oui, oui, bien sûr, ça sera un moment important parce que Obama a été très décevant, notamment sur les questions de politique étrangère depuis son élection. Par contre, son concurrent, Mitt Romney, lui est franchement inquiétant. Et effectivement, s'il arrivait à la présidence, on pourrait regretter George Bush comme étant un homme de paix et un homme pondéré, ce qui serait quand même un petit peu gênant. Donc il y a de quoi effectivement être inquiet, mais bon, a priori, les élections ne sont pas jouées, c'est en 60 jours, il ne faut pas confondre ses désirs et la réalité. En France, Obama est beaucoup plus populaire en France qu'aux États-Unis. Et ce ne sont pas les Français qui votent, ni les Européens, ce sont les Américains. Donc cela peut, quand la première puissance mondiale est dirigée par quelqu'un qui pense que la Russie est un adversaire et qu'il faut mettre au pas les Arabes, c'est plus inquiétant que lorsqu'elle est dirigée par quelqu'un qui a un message plus universel. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Éric Dénessé, sur notamment je serais peut-être moins anxieux que toi, parce que la concurrence, finalement, dire qu'on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts, oui, mais c'est pas nouveau. Lord Palmerston disait déjà ça en 1873 à propos de la Grande-Bretagne. Et finalement, la compétition économique, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus vive, elle prend d'autres formes. Mais finalement, la course à la colonisation qui a débouché sur des conflits, disons qu'elle prend aujourd'hui des formes différentes, que la fin de la guerre froide est venue modifier les règles du jeu, mais nous avons, depuis finalement des siècles, toujours été en concurrence, et cela ne change pas. Les partenaires, les concurrents changent, les règles du jeu changent, mais le fait de vouloir prendre l'avantage sur l'autre, de tirer le meilleur bénéfice d'une situation est quelque chose de relativement éternel, et peut-être qu'elle prend des formes moins cruelles aujourd'hui. Dans les guerres de contre-insurrection, aujourd'hui, on n'irait plus dans un village couper les têtes, les exposer sur la place publique pour dissuader les gens de se révolter. Donc il y a quand même des formes un peu moins barbares. Et sur les conflits à venir, bon, le conflit, l'épée de Damoclès, c'est bien sûr les frappes israéliennes sur l'Iran, qui dépendent aussi un peu des élections américaines, parce que Mitt Romney les encouragera, Obama les freine, sans pouvoir peut-être les empêcher, mais les freine en tous les cas. Et puis je crois que par rapport à ces conflits, eh bien, ça dépend aussi une fois encore de nous, et je reviendrai sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire que lorsque l'on dit, par exemple, qu'il y a un problème islam-occident et qu'il faut faire très attention, il vaut mieux ne pas parler de croisade, de dire que nous avons une croisade à mener parce qu'on ne vient pas arranger les choses. Et Robert Fisk faisait remarquer qu'en 2005, il y avait, alors que George Bush disait que c'était tout sauf une croisade, qu'il y avait 22 fois plus de soldats occidentaux dans le monde arabe qu'à l'époque des croisades, justement, et que donc la perception pouvait être différente en face. Et que donc ça va dépendre un peu de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit prédéterminé. Ça dépend des attitudes politiques que l'on apporte, de l'attitude que l'on a par rapport aux autres et de la compréhension qui ne veut pas dire acceptation, mais compréhension du point de vue de l'autre, ce qui ne veut pas dire l'accepter forcément, et encore moins céder. Mais en tous les cas, dans un monde, une fois encore, en voie de multipolarisation, il faut essayer un peu de comprendre comment les autres pensent, parce que le problème éternel des relations internationales, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. En fait, c'est aussi un changement de mentalité. C'est un peu ce que me disait M. Gantois. Il faut que les mentalités changent aussi par rapport aux autres pays. Oui, M. Guigou, excusez-moi. M. Guigou, c'est moi qui me Oui, que les mentalités changent. Tout à fait. Et compte tenu du laps de temps, je vais revenir sur les pays arabes, que notre regard sur les pays arabes change. Je ne crois pas du tout à la guerre des civilisations. C'est Bush, Huntington. Je n'y crois pas beaucoup. Les arguments sont nombreux, mais vous avez eu ici à Aix-en-Provence un éminent professeur, un des meilleurs spécialistes de l'islam, c'était Bruno Etienne. Et Bruno Etienne disait dans ses textes, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un musulman. Je reste 2 minutes sur ce sujet. Oui, les barbus font peur, oui, le drapeau noir qui s'infiltre en Syrie, qui essaye de déstabiliser une partie de la Tunisie, oui, ces types-là font peur, d'accord. Mais comprenons un peu une explication sur l'islam politique. Projetez-vous dans les années 1960. Dans les années 1960, c'est la fin de la colonisation, 62 pour l'Algérie, et le monde arabe voit enfin
le bout du tunnel, en apparence. C'est-à-dire que le monde arabe se dit, il y a le communisme, il y a le socialisme, il y a le panarabisme, il y a Nasser,